Est-ce que la publicité, c'était mieux avant ? Alors j'imagine que vous avez évidemment votre propre avis sur le sujet, mais pour éviter de sombrer dans quelque chose de clivant et de binaire, en ce sens que oui c'était mieux avant ou non c'est mieux maintenant, j'ai demandé à 6 grands publicitaires de me parler de notre magnifique métier qu'est la communication certes, mais avant tout la publicité. J'en veux pour preuve Jacques Séguéla, qu'on ne présente plus, Mercedes Serra, Richard Gottener, qui avant d'être artiste était évidemment un publicitaire, mais aussi Nicolas Bordas, Catherine Michaud, ou encore Olivier Altman, l'un des plus grands créatifs de notre pays. Nous allons parler évidemment de l'âge d'or de la pub, mais aussi de vertus qui semblent se perdre, et bien évidemment nous terminerons avec les fondamentaux. Mais justement, en parlant de conclusion, je vais vous demander d'être attentifs jusqu'à la fin. Car oui, chères auditrices et auditeurs, j'aimerais qu'il y ait une seconde partie de cet épisode consacrée à la pub d'avant, qui était peut-être mieux, ou pas, et surtout que vous me donniez votre avis. Écoutez bien comment faire à la fin de cet épisode. Quant à moi, je suis toujours Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très très bonne écoute. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Les années 80, c'était les années du courage des annonceurs qui acceptaient nos idées complètement folles, des publicitaires qui se sentaient libérés et repoussaient les possibilités du possible et qui ont donné les grandes campagnes des années 80 qui sont inégalées aujourd'hui. Jacques Séguéla, notre fils de pub préféré. À l'époque, c'était les présidents directeurs généraux qui étaient les directeurs de com. Parce que la communication, c'était un outil neuf. On ne savait pas très bien à quoi ça servait. On ne savait pas comment la mesurer. Donc, c'est eux qui géraient eux-mêmes cette grande dépense, mais aussi la créativité. Et c'était beaucoup plus facile d'obtenir les yeux dans les yeux, parce qu'il y avait une sorte de connivence qui se créait. C'était plus facile d'obtenir leur accord, alors qu'aujourd'hui, c'est des superpositions de couches, c'est un millefeuille de personnes qui vont tout faire pour rogner les ailes du désir de la communication. Quand je suis rentrée dans ce métier, le métier était plus noble. J'avais l'impression, le sentiment de parler plus souvent à la direction générale, parce que moi, je crois vraiment que la communication, c'est clé, et que donc elle est reliée à la direction générale. Et qu'elle est très importante pour créer un lien avec le public, et qu'à ce titre-là, c'est une des choses les plus importantes dans une société. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de discussions avec les DIRCOM qui, de temps en temps, manquent d'autorité et de pouvoir dans les entreprises. Donc, c'est quand même un enjeu très, très lourd. Mercedes Serra, cofondatrice de l'agence BETC. Après, moi, j'ai été formée très marketing, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas parler d'un produit sans vérifier son goût, sans savoir son niveau de prix, sans savoir ce qui se passe. C'est-à-dire, on est dans un métier de business. Et quand je vois les briefs que l'on a, les 3/4 du temps, ça manque de données business. On ne sait même pas quel problème doit résoudre la pub. Donc, il faut revenir. En tout cas, j'ai très bien été élevée par des compagnies, Procter, Danone, à l'époque. Ça éduquait. Quand on était dans une agence, on apprenait de nos clients les fondamentaux structurants. Et je trouve que là, on a perdu chez nos clients et chez nous d'ailleurs, et qu'il faut revenir à ces fondamentaux parce que la pub, c'est important. On ne peut pas dire n'importe quoi. Ce que l'on dit doit être relié à la réalité des produits, de l'histoire d'une marque, de l'histoire d'une entreprise. Parce que ce que je trouve le plus formidable dans la pub, c'est que ça fait bouger les boîtes. Ça fait du ciel le plus bel endroit de la terre, ça fait entreprendre pour la santé pour Danone, ça fait des choses qui font bouger les boîtes. Ça fait même Total Énergie, le fait d'avoir modifié ce nom pour Total, c'est quelque chose de fondamental. Bon, il semblerait que les années 80 aient été l'âge d'or de la publicité. Mais est-ce vraiment vrai ? Et est-ce que les agences de communication et de publicité font encore rêver ? Olivier Altman vous en parle sans embâge. Moi, déjà, j'ai l'impression que
Je dirais pas que c'est un cliché, mais que c'est qu'on colporte cette image qui n'est pas forcément si vraie que ça, et que c'est plus facile de manipuler peut-être ce genre de notions. Dans la réalité, il y a quand même pas mal de jeunes qui s'inscrivent chaque année dans des écoles de communication, des écoles privées notamment, et je reçois tous les jours des demandes d'alternance, de stage, etc. Donc, je pense qu'il y a une grosse appétence des jeunes pour ces métiers qui permettent au contraire de s'exprimer de façon créative et puis d'avoir aussi un impact sur les messages qu'on va envoyer au public en termes de comportement afin de changer un peu le monde, entre guillemets, dans lequel on vit. Maintenant, il est vrai que c'est un métier qui payait déjà mieux par le passé, dans lequel on avait plus de temps pour travailler, où l'ambiance était plus sereine, et c'est un métier qui s'est finalement assez normalisé. Donc, par rapport à l'époque où j'ai commencé, on m'expliquait déjà que c'était mieux avant, et puis moi, j'ai vécu quand même des années un peu plus sereines. On a subi pas mal de crises. Il y a eu la loi Sapin avec des premiers licenciements. On a eu la crise financière. On a eu l'explosion de la bulle Internet avant ça. Donc, les entreprises que sont les agences de publicité ont vu leurs revenus quand même s'éroder, leurs conditions de travail se dégrader, et forcément le stress, la pression est arrivé, et aujourd'hui on n'a plus 3 mois pour faire une campagne, on peut plus décrocher son téléphone en disant on n'est pas prêt, on vous rappellera quand on est prêt. La concurrence aussi est encore plus vive qu'avant. Donc forcément, pour les jeunes, entre l'imaginaire qu'ils ont pu avoir par le passé et puis la réalité qu'ils peuvent vivre parfois sur le terrain, il y a un décalage, et seuls les plus motivés, passionnés s'accrochent en se disant ça vaut la peine, parce qu'à un moment, trouver des idées et les voir se réaliser, c'est vraiment chouette. Mais les parcours de carrière sont beaucoup moins fulgurants que par le passé. Avant, vous faisiez une bonne campagne, vous aviez un prix, vous étiez appelé, vous étiez augmenté, vous refaisiez une autre bonne campagne, vous avez encore un prix, etc. Et en 7 ans, 10 ans, vous pouviez commencer à gagner votre vie en tant que créatif plus qu'un médecin ou même un chirurgien. Et là, cette époque, elle est quand même assez révolue. Et donc aujourd'hui, vu qu'il n'y a plus cette dimension financière, même si on gagne encore bien notre vie par rapport à des gens qui sont vraiment dans des situations difficiles et qui font des boulots admirables, vu qu'il n'y a plus cet attrait aussi, ce qu'on recherche à minima, c'est de la qualité de vie, c'est de la qualité de vie au travail. Donc se met en place aussi des nouvelles façons de travailler. Et aujourd'hui, je pense que il y a plus de compréhension, d'acceptation de la part des employeurs sur le fait que les collaborateurs peuvent être à distance et être totalement efficaces du moment que ils sont responsables et en même temps épanouis. Second chapitre de cet épisode, et là nous allons parler de valeurs de communicants et de publicitaires. Et là, Catherine Michaud, qui dirige Auditoire, qui fait partie du groupe TBWA, et Nicolas Bordas, qu'on ne présente plus évidemment, vont vous donner des avis, non pas tranchés, mais très, très, très étayés sur le métier. Il a perdu en 30 ans la saveur de la différenciation, de l'originalité, de l'audace. Si on prend le secteur de l'automobile, ça c'est intéressant parce que le secteur de l'automobile, ça doit être le 2e plus gros annonceur de toute marque cumulée derrière la grande distribution en télé. Si on ferme les yeux, au sens on écoute les discours, ou si on ouvre les yeux, on ne fait que regarder les images et qu'on ne regarde pas le packshot final pour ne pas savoir la marque. Franchement, aujourd'hui, on peut tout interchanger. Tout interchanger, ça n'a plus aucun intérêt, alors que il y a eu de grandes campagnes automobiles incroyables dont on ne se souvient, ou même si on ne les a pas connues, on les connaît parce qu'elles ont été montrées dans le cadre de cours ou autres à des élèves. C'est-à-dire que même aujourd'hui, dans les écoles moyennes, on va quand même s'appuyer sur ces grandes références publicitaires parce qu'elles sont iconiques. Et donc aujourd'hui,
de temps en temps, on dit à nos clients, mais pourquoi vous poussez pas le fait de remarquer l'histoire avec un grand H et de refaire des campagnes iconiques? Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'est-ce qu'ils te répondent quand tu leur poses cette question, Catherine? Ah, c'est compliqué, Catherine, parce que tu sais, là, quand même, il y a maintenant des contraintes qui sont pas les mêmes qu'avant, juridiques, et puis dans notre organisation, maintenant, il faut qu'on valide à l'Europe, et il y aura toujours un truc. Et de temps en temps, quand il y en a un qui sort du lot et qui a du courage, franchement, ça paye. Et donc, moi, je dis toujours, le courage paye. Attention, pas n'importe quoi. Donc, pareil, je dis à mes équipes, on ne part pas dans tous les sens. Il faut faire un minimum de vérification. Mais sinon, l'audace et le courage payent. Allons-y, prenons des risques, créons des choses. L'exemple. Avant le Covid, on pouvait faire des tournées avec un Airstream pour s'installer dans les villes, présenter des marques, faire déguster des produits, etc. Aujourd'hui, les nouvelles lois, les villes disent « Ah non, pas de marque commerciale dans ma ville ». Donc, ils autorisent à mettre le Airstream devant la boutique. Ça n'a aucun intérêt. Dans ces cas-là, si on a autant être dans la boutique. Nous, on veut mettre le Airstream ailleurs. Quand on réfléchit, c'est quoi le risque? Vous mettez votre Airstream dans une ville. Par définition, il est mobile. C'est une caravane, voilà. Quelqu'un se plaint. « Ah, c'est pas sûr que cette marque ait le droit d'être là pour faire déguster des produits. » La police municipale arrive et vous dit « Oui, faudrait que vous bougiez. » Et là, vous dites « Ok, je bougerai dans 1 heure. » Ok, vous bougez. Voilà. Nous, aujourd'hui, on dit à nos clients, prenez le risque. Mettez-vous dans un endroit où il y aura une expérience client, où il se passera des choses. Et les gens sont contents. Mais des citoyens, ils sont super contents quand il y a une animation dans leur ville. Donc, on doit en fait essayer de trouver, et c'est nous notre boulot de senior, de patron d'agence, d'assumer un certain nombre de risques et d'expliquer aux clients pourquoi on va le faire quand même. Et là, il faut qu'on ait, si vous voulez, une forme de responsabilité de ne pas être dans l'inconscience, mais pas non plus de tirer vers le bas, en faisant plus que des trucs inintéressants, parce que les normes, les lois et les peurs vont driver toutes les stratégies de moyens. Il faut revenir à la notion de disruption telle qu'elle existait dans les années 90, avant que Jean-Marie Dru ne sorte son livre qui s'appelle Disruption, bien avant que le terme ne soit à la mode. Disruption, c'est à la fois un mot français qu'on trouve dans les vieux dictionnaires français pour dire court-circuit électrique. Donc, on trouve des dictionnaires d'il y a 90 ans ou 100 ans qui utilisent le mot disruption pour dire c'est un court-circuit. Donc, cette analogie est tout à fait intéressante. Mais c'est surtout un nom commun anglais, disruption, qui était très utilisé avant que Jean-Marie n'écrive son livre, mais toujours dans un sens accidentel et négatif. C'est-à-dire que pour des anglo-saxons, une disruption, ça peut être par exemple un tsunami, donc une catastrophe climatique qui entre dans le champ de manière accidentelle et donc avec des effets négatifs. C'est Jean-Marie Dru, le premier, qui a décidé à un moment donné d'utiliser le terme disruption pour caractériser des stratégies de rupture ou des idées en rupture qui soient volontaires, proactives et positives. Donc le contraire d'accidentel et négatif. Donc on doit à Jean-Marie Dru le fait d'avoir proposé une lecture positive du mot disruption. Vous savez, c'est un peu comme les Chinois qui voient dans l'idéogramme crise à la fois le problème et l'opportunité. Jean-Marie Dru a vu dans le mot disruption à la fois le problème, qui était le nom commun anglais, et l'opportunité en écrivant son livre Disruption. Et donc c'est devenu une méthode, une approche de la créativité qui consiste à dire, pour pousser à fond le potentiel transformatif, le potentiel de création de différence de son idée, il faut non seulement s'assurer qu'on a une bonne idée qui établit quelque chose de neuf, d'intéressant, mais aussi se poser la question de ce que cette idée remet en cause et faire, comme tu le dis à juste titre, exploser une convention de pensée. Ça ne veut pas dire faire tout exploser, ça veut dire choisir ce qu'on fait exploser. Et donc, on en revient à ce que j'expliquais, pour tirer le maximum de profit de son idée, il faut comprendre ce qu'elle transforme pour que les gens te suivent dans « je vous prends d'un point A pour vous emmener à un point B », c'est bien de savoir où est le point B, mais c'est bien de comprendre où est le point de départ. Et donc la disruption, c'est une méthode qui permet de maximiser la valeur intrinsèque de n'importe quelle idée. Ça peut être une idée de business, ça peut être une idée de produit, ça peut être une idée de pub, évidemment, ou une idée de communication qui n'est pas forcément publicitaire, en se posant non seulement la question de ce qu'elle amène, sa vision, mais de ce qu'elle transforme, la convention qu'elle détruit ou qu'elle remet en cause ou qu'elle challenge. En plus d'être un excellent publicitaire, Nicolas Bordas est également enseignant. Et il vous parle de 3 valeurs que l'on peut résumer en 3 C. Ah oui, alors j'enseigne à la fois en initiale, en formation initiale, j'enseigne la marque à Sciences Po depuis une petite quinzaine d'années, et puis je dirige effectivement l'Executive Master, c'est une formation qui est destinée à des gens qui ont déjà une première expérience. Et au fond, les qualités sont les mêmes, c'est-à-dire que pour faire ce métier
avec plaisir, parce que c'est un métier assez exigeant en termes de temps et d'énergie, de manière durable. Je pense qu'il faut avoir en tête ce que j'appelle moi les 3 C. C'est-à-dire le C de la curiosité, c'est-à-dire que ce métier est d'abord un métier de curiosité, et donc c'est parce qu'on est curieux de tous les sujets, parce qu'on aime croiser les sujets. On sait bien à quel point les idées viennent des croisements, y compris des croisements culturels, donc c'est un métier très ouvert culturellement. Donc bienvenue aux curieux. Deuxièmement, la créativité, parce qu'à un moment donné, la pensée ne suffit pas, la réflexion où on tourne en rond ne suffit pas, il faut produire une idée qui sort de la boîte, comme on dit, out of the box, qui soit disruptive, c'est-à-dire qui remette des choses en cause. Et donc le 3e C, c'est celui du courage, parce qu'à un moment donné, il faut protéger, il faut avoir le courage de ne pas faire comme les autres, de ne pas avoir la même idée que les autres, avoir le courage de se différencier. Il faut avoir le courage de protéger cette petite idée si on veut qu'elle devienne grande, un peu à contre-courant, puisqu'on voit très bien que les idéologies sont tellement fortes que si on veut qu'une nouvelle idée, comme celle dont on parlait tout à l'heure d'Apple, n'apprenez pas à devenir une machine, ou celle de Danone, au départ, l'alimentation c'est aussi de la santé, triomphe, il faut persévérer et donc avoir le courage d'ouvrir de nouvelles voies et de s'ouvrir une plus grande part de futur. Ok, il faut être courageux, il faut être audacieux dans notre métier de la publicité, ça vous l'avez compris. Mais qu'en est-il de la France? Est-ce que la France n'est pas un pays qui a justement une très très grande aversion au risque qu'il faut savoir prendre? La réponse, toujours avec Nicolas Bordas. L'aversion au risque est très forte. Alors, c'est très amusant parce que très souvent, tu dois vraiment... tu as parfois des accouchements un peu douloureux d'idées avec ton client, même s'il t'adore et que tu l'adores, parce qu'il a l'impression que c'est pas très audacieux. Et puis, tu en parles à un de client, tu dis bah non, c'est normal qu'il ait fait ça. Parce qu'évidemment, l'aversion au risque n'est pas la même en fonction du degré d'exposition personnelle qu'a chacun vis-à-vis du risque. Alors, nous, comme on est un peu transverse et qu'on en voit beaucoup au bout d'un moment, on est capable un peu d'expliquer pourquoi le risque est finalement limité. Après, il y a un gros sujet qui est l'aversion au risque spécifiquement en France, sur lequel je me permets d'insister ici, c'est que dans le monde anglo-saxon que je fréquente beaucoup, prendre un risque, c'est une bonne chose. D'ailleurs, les anglo-saxons, pour dire allez-y, prenez des risques, ils ont une expression qui est high risk, high return. Un gros risque va vous donner un énorme retour sur investissement. Pour dire la même chose en France, prenez des risques, on dit qui ne risque rien n'a rien. On dit si vous risquez pas grand-chose, vous perdrez pas trop. Donc il y a un vrai problème culturel qui explique pourquoi en France, par rapport à d'autres pays, alors plein de boîtes maintenant l'ont compris, mais quand même, on a tendance à voir plutôt la publicité comme une dépense plutôt comme un investissement, les idées comme risquées plutôt qu'audacieuses. Donc il y a un travail particulièrement à faire en France et à mon avis dans les écoles pour donner envie aux gens de faire les choses, de ne pas avoir peur de leur ombre et de ne pas avoir peur du risque. Mais pour revenir à ton point, effectivement, il y a une sorte d'aversion au risque naturelle de chacun. Et puis, la communication est une forme d'exposition. Donc, il faut être prêt à s'exposer un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est ceux qui s'exposent le mieux sont ceux qui réussissent le mieux. Dernier chapitre de cet épisode consacré à la pub, et vous allez voir que Richard Gottener, qui est un ancien publicitaire avant de réussir magnifiquement bien dans la chanson, eh bien Richard Gottener va vous expliquer comment il voit la pub d'aujourd'hui. Catherine Michaud surenchérit, et vous verrez enfin que Jacques Séguéla reste un magnifique poète de la communication et de la publicité. Le marketing actuel, à mon avis, se prend les pieds dans le tapis, tellement il raisonne, ils oublient le bon sens. Donc à partir du moment où vous avez un produit, faut mettre les choses un peu à plat et pas partir à l'envers. Moi, avant, quand je voyais une pub, je savais sortir la copie stratégique qu'il y avait derrière. C'est-à-dire le raisonnement qui amenait à faire ce travail. Il y a des fois des pubs, il y a 25 secondes d'un raisonnement à la con, je comprends pas. Et puis, vraiment, dans les 5 secondes dernières, on tombe sur le produit et dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire? Ça doit être plus simple que ça. La simplicité, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. L'évidence. Il faut pas que ce soit compliqué. Il faut prendre les gens et les amener à vous suivre. Il faut pas leur poser un problème, il faut leur mâcher les choses, tout en les rendant intelligents. Il faut faire un pas vers les gens, mais laisser l'espace entre ce que vous avez dit et eux, pour que eux viennent vers vous. Faut pas vous jeter dans les bras de l'auditeur. Il faut lui laisser la place de vivre. Les publicitaires avec audace sont des
créatifs, pas au sens forcément de DA, mais des créatifs au sens des idées. Et c'est là qu'aujourd'hui, on peut classer ce que j'appellerais les grandes agences. Elles sont peut-être petites, peu importe, parce que c'est celles qui continuent d'avoir l'audace des idées. Et les autres. Alors après, il y a des marques qui vont aimer les autres parce qu'ils veulent juste dépenser l'argent de manière non risquée. Mais c'est ça, ils ont de l'argent à dépenser. Il ne faut pas oublier qu'une marque, elle a de l'argent à dépenser pour communiquer. Mais par exemple, quand l'assurance maladie dit on va faire un roadshow, on va aller dans les villes et on va aller se mettre devant les facs pour parler aux étudiants, il y a des moments où on n'avait pas l'autorisation. Mais n'empêche qu'ils ont eu le courage. Donc nous, on a dit il faut le faire parce qu'on le fait pour le bien et on a pu faire des choses incroyables. L'intelligence artificielle, c'est une récolte instantanée des données. En quelques minutes, en 2 minutes, 3 minutes, elle te donne les meilleures données sur le sujet que tu lui as posé. Mais les données, ce sont des données. Or, là, moi j'ai vu en 70 ans de métier, tous les 10 ans, la publicité changeait totalement comme elle est en train de changer aujourd'hui. Il n'y a qu'une seule chose qui n'a pas changé, c'est l'idée. La publicité a été et restera d'avoir une idée. C'est quoi une idée? C'est très simple. Pose à un annonceur la question suivante: que devient la neige lorsqu'il fond? Il te répondra de l'eau. Voilà, une réponse d'annonceur, incolore, inodore, sans saveur. Pas pour moi, pas pour un créatif. Pour un créatif, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. L'intelligence artificielle ne te fera jamais ça. Elle ne peut pas y arriver. Elle n'a pas les neurones. Elle n'a pas le cœur. Voilà, c'est une machine exceptionnelle, mais elle restera une machine. Voilà, c'est fini pour cette première partie d'épisode. J'aimerais aussi que vous, chers auditrices et auditeurs, me disiez si la pub, c'était mieux avant. Comment faire? Eh bien, c'est très simple. Vous me laissez un WhatsApp vocal de 2 minutes environ au 06 25 85 17 80. Vous vous présentez, laissez un petit blanc et vous répondez. Merci par avance et ciao ciao.